Salut à tous, bienvenue dans ce podcast spécial Roland-Garros. Nous sommes à mi-chemin de cette édition 2024 du Grand Chelem parisien. L'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé durant cette première semaine à la porte d'Auteuil. Et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Jacquet, qui est consultant pour la RTBF. Il a commenté une trentaine de matchs tout au long de la première semaine. Il est donc bien placé pour revenir avec moi sur les temps forts qui ont marqué les tableaux masculins et féminins. Bonjour Didier, merci de me rejoindre. Bonjour à tous et bonjour à tous les amoureux du tennis. Alors c'est via mon fidèle collaborateur, Philippe Dehaas, que nous avons été mis en contact, donc j'en profite pour le remercier. Est-ce que tu es prêt pour débriefer cette première semaine à Roland-Garros? C'est avec plaisir que je le ferai à vos côtés. Ok, super. Alors, avant de parler de cette semaine, j'aimerais quand même te présenter un petit peu à nos auditeurs. Tu es consultant sur la RTBF. Ici, tu as été consultant aux côtés de Michel Boulle pendant toute la première semaine. Mais quel est ton passé au niveau tennistique? Ouais, je suis plutôt un enfant de la balle forcément et de la petite balle jaune et donc je suis aussi un enfant de la fédération. Donc j'ai été repris à la fédération quand j'étais plus jeune. J'ai cherché à jouer, à développer mes compétences en tant que joueur. Voilà, donc j'ai été 8 ou 9e belge, je pense. Ouais. Et puis derrière ça, j'ai tout de suite eu dans ma tête le sentiment que je devais plutôt m'orienter vers les formations. Parce que j'avais ça en moi et parce que je pense qu'in fine, je suis fédérateur. Et donc, j'ai développé cette branche-là de mon arbre. Et derrière, eh bien voilà, j'œuvre au sein de la fédération sur l'ensemble des formations tennis en fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis, je pense que ça fait plus de 25 ans là maintenant que je suis dans ce système. J'ai aussi fait un bref passage au centre de Mons comme entraîneur. Oui. J'en ai eu beaucoup, j'en ai entraîné beaucoup, dont les plus connus sont David, sont Isaline et d'autres encore. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la possibilité d'entrer dans cette fameuse boutique qui est la RTBF, le Oui. service des sports, et donc pour ne plus la quitter avec des années qui étaient plus fastes que d'autres, puisque on a eu beaucoup Oui. de tournois à un moment donné à notre actif, et puis là maintenant, ben, l'offre est un peu différente, et donc on est focalisé sur Roland-Garros avec une couverture quand même assez incroyable. D'année en année, en fait, elle se développe, et donc pour le plus grand de mes plaisirs. Voilà. Et puis, tu as surtout connu les années dorées avec Justine et Kim. Ah oui, donc j'en ai commenté des matchs à sensation, à émotion, des matchs historiques, que ce soit en Fed Cup, que ce soit en finale Grand Chelem, que ce soit en finale de Masters. Et donc c'est sûr que à l'époque les budgets, puisqu'on avait une numéro un, une numéro 2, étaient quasi illimités. Et Ouais. donc j'ai voyagé aussi grâce à la RTB. Donc j'ai pu transmettre, ou en tout cas essayer de transmettre ma passion aux auditeurs. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet exercice de commentateur, de consultant tennis? Ouais, à la base, bah, c'est sûr que c'est un challenge supplémentaire parce que, on ne sait pas finalement si on va convenir. On peut se sentir bien, et puis, que finalement le responsable te dise, «Ah bah, écoute, ça ne passe pas pour telle et telle raison», voilà. Donc c'est la première chose, c'est un challenge. La 2e chose, c'est, encore une fois transmettre au Mmh. contact des gens, mais sans l'être vraiment. Donc, la formation me permet d'être au contact et de transmettre. Ici, ben, c'est derrière une caméra, comme je le fais avec toi là Ouais. aujourd'hui, et donc faire transmettre mon expérience de joueur à travers finalement ben, des tournois du Grand Chelem. Et je pense que voilà, c'est une manière aussi pour moi de les vivre. Et donc c'est chouette. Ouais, c'est formidable. Et là, tu as passé le relais à Philippe Dehaze, que j'ai eu au téléphone ce lundi matin. Il se dirigeait vers Paris et d'ailleurs, tous les auditeurs, vous pourrez entendre
Philippe aux commentaires tout au long de la semaine, qui sera toujours aux côtés de Laurent Bruvier, je pense. En fait, il y a chaque fois 2 équipes de consultants. Il y a donc c'est 2 équipes au total. Il y a Philippe et il y a Olivier Rocus la deuxième semaine avec, Benjamin de Seninck et en effet, Laurent Bruvier. Bon, et malheureusement, il y aura plus de Belges à commenter, puisque Zizou a été éliminé. Mais quel, parcours! Qu'est-ce qu'on a vibré, hein, avec Zizou cette semaine. Ça aussi, c'était super pour la chaîne. J'imagine que vous avez eu de bonnes audiences. Oui, alors, juste avant cela, je dirais que c'est pas tout à fait fini puisqu'il y a quand même encore la paire de doubles, qui est là Bien et à ce sûr, bien moment, on va sûr. peut-être pouvoir les commenter. Il y a aussi le Sander tournoi junior qui commence, hein, hier. Ouais, ouais, tout mais à c'est fait. sûr que maintenant pour revenir à ta question par rapport à Zizou, ben, c'était aussi exceptionnel que, ça n'était pas prévu. Bien sûr, on savait tous qu'il était capable de passer, les qualifications, mais de là à fournir les prestations qu'il a fournies qui était en constante évolution durant ces 3 tours de tableau final, ouais, c'est juste exceptionnel. Hem, donc je trouve que le jeu en lui-même a amené une fraîcheur qu'on n'espérait pas finalement au niveau du Ouais, tennis belge et je trouve que aussi dans tout son langage du corps, que ce soit pendant les matchs ou aussi après les matchs, je trouve que c'est top parce que cette personne a cette faculté de rassembler les gens et donc ouais, autour de lui, il a réussi à rassembler la Belgique sportive, et donc ça, c'est rien que pour ça, c'est juste un élan de fraîcheur incroyable. Quand on le voit prendre le drapeau belge, ouais, en commentant, on en avait des frissons. Quand on le voit chanter au deuxième tour, c'est la même chose. C'est des émotions dont le tennis a besoin, à l'heure ouais. actuelle et donc ça tombe vraiment bien, quoi. Et puis, il a un côté très important. Moi, j'étais, à côté, dans les tribunes pendant son match, contre Tabilo et il y avait un petit garçon, Matteo, qui, voulait un autographe et bon, comme il était très fort sollicité, il n'a pas eu le temps de lui signer. Il s'est mis à pleurer. Le petit garçon, s'est mis à pleurer dans les bras de sa maman et le coach, de Zizou, Chertian, qui l'accompagnait, sur Roland-Garros, a vu le petit garçon pleurer et donc a couru pour aller rechercher Zizou en dessous du Suzanne Lenglen juste après son match. Et Zizou est revenu. Voilà, il est revenu pour signer un autographe au petit garçon, pour faire une photo. Et ça, c'est rare de voir chez ces personnalités. Oui, il n'y a pas toujours que des belles personnes dans le monde sportif et je pense que lui, il le fait naturellement parce qu'il avait un plaisir immense d'être là. Alors c'est sûr qu'il a croqué la pomme à pleines dents, hein, parce que je veux dire que le bouquet final reste quand même de jouer Dimitrov sur le central de Roland-Garros à passer Fabuleux. 19 heures et de faire un match exceptionnel. Donc voilà, donc je pense que il nous a donné du bonheur. Ça va l'aider pour sa saison parce qu'il ne faut pas s'en cacher, une saison de tennis, ça coûte cher. Et Ouais. les résultats qu'il a fait vont l'aider à pouvoir boucler son budget et avoir cette année, finalement, somme toute, assez tranquille. Parce que quand on dit qu'on ne l'attendait pas là, alors je suis assez d'accord, parce qu'en plus je viens de vous le dire il y a quelques minutes, Ouais. mais d'un autre côté, on l'attendait peut-être là il y a quelques années d'ici déjà, où il avait déjà ce tennis-là en lui. Malheureusement, il avait des soucis au niveau des crampes, Et il son crampait poignet aussi. régulièrement et son poignet. Et donc voilà, tout ça s'est résolu et donc fait que c'est un joueur qui est évidemment en constante évolution, mais qui commence tout doucement à être abouti. Et Ouais. surtout, la chose importante, c'est que maintenant, au niveau de l'ATP, des joueurs, on sait qui il est. Ouais, exactement. Et le public. Et donc voilà. Ouais, le public, on en parlera peut-être après, mais le public là, le public belge l'a suivi tout au long de ces 6 matchs finalement. Ouais. Et c'est sûr que il a une importance capitale parce que je pense qu'il a besoin d'allumer cette petite flamme pour pouvoir augmenter son niveau de jeu. Et Ouais. donc, à un moment donné, il va la chercher, cette flamme, et puis paf, il déclenche, et là, il parvient sur des moments de match à être irrésistible. Ce n'est pas seulement aux yeux du public belge qu'il s'est révélé, mais je pense qu'il a complètement conquis le public français aussi. Oui, donc il a conquis le public français, je pense qu'il l'a mis dans sa poche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce gars est plein de fraîcheur. Et donc, en Mm. fait, il ne calcule rien et il ne triche en rien. Et donc, qu'en fait, il met tout ce qu'il a sur le court à chaque moment.
Et donc, il le vit à 100%. Et ça, je pense que tout amateur de tennis ne peut faire qu'apprécier ce genre de mode de fonctionnement. Oui, et puis le fait qu'il s'appelle Zizou, ça aide aussi, hein, au niveau du... Nos amis français, on les aime beaucoup, mais ils sont rien chauvins quand même. Ouais, c'est une chouette histoire aussi, ça. Et voilà, donc en fait, tout était fait pour que ça se passe bien cette année à Roland-Garros. Voilà. Et David a aussi livré un très beau match contre Mpetshi Perricard. Tu as eu l'occasion de le commenter, celui-là? Non, je ne l'ai pas commenté, je l'ai vu. Et d'abord, je voulais dire que je suis d'abord content pour lui, Mm. parce que je trouve que parfois, il n'est pas traité à sa juste valeur, qu'on en oublie très vite tous les résultats qui ont été les siens, qui nous ont fait nous soulever de nos fauteuils Mm. et applaudir à tout rompre. On a une finale de Masters, on a un gars qui a été dans le top 10, on n'est pas loin il n'est pas loin de faire partie des Belges, des sportifs de tous les temps. Et donc, à un Bien sûr. moment donné, quand il gagne moins, je trouve qu'il a été mis trop vite au pilori et descendu un peu comme un malpropre. Alors que finalement, même si en tant qu'entraîneur, on cherche à s'entourer de certitudes, ça n'est jamais simple. Et Mm. donc, bien sûr qu'on peut, en tant que, voilà, on aime le tennis, personne lambda, dire c'est pas normal qu'il perde. Ok, d'accord, ça tout le monde sait le dire. Mais nul doute, sa structure cherche toujours des moyens pour qu'il gagne. Et là, Bien. aujourd'hui, en tout cas, cette quinzaine, ça lui a permis d'abord de pouvoir se prouver à lui-même qu'il était capable de retrouver un niveau de jeu par moment extraordinaire. Euh, Son premier tour, je fais partie des gens qui pensent que le public français l'a aidé à augmenter son niveau. Parce Ah oui. que il y avait deux modes de fonctionnement. Où en fait, il se remettait dans sa carapace de tortue et il serrait la main à 3-7-1, ou à sa manière, il se rebellait et Mm. il sortait un tennis exemplaire. Et c'est ce qui s'est produit. Je reste persuadé que David reste, à mon sens, le meilleur retourneur du monde. Il l'a encore prouvé. Là, il l'a prouvé, hein, face Voilà. à un serveur hors pair. Et puis derrière, il y a toute cette machine qui se met en route parce que son système de jeu est en place. Et donc, son tennis, il ne l'a pas perdu du jour au lendemain. Son Mm. tennis, il était là. Il a juste fallu des éléments déclencheurs qui ont fait qu'il a sorti un match totalement abouti. Après, c'est pas encore 100% gagné. Pourquoi? Parce que si on voit le match contre Zverev, Oui. on a eu un excellent premier set en termes qualitatifs. Néanmoins, quand il a eu l'opportunité de passer devant, il y a quand même eu ces petits démons qui sont revenus. Oui. Et derrière, je n'ai plus retrouvé le David des 4 sets ou des 5 sets finalement joués précédemment. Oui. J'ai Tout à retrouvé fait. un David qui était très respectueux de l'autre, peut-être un peu trop, Oui. et qui, je ne dis pas qu'il manquait de combativité, mais peut-être que il s'est senti un peu perdu finalement Mm. d'avance. Et le sentiment que j'ai eu, parce que ça, ce match, je l'ai commenté, c'est que on y croyait peut-être un petit peu plus que lui. Oui. Après, même après la perte de cette première manche. Donc, ça veut dire que il va falloir qu'il fasse attention un petit peu à ça. Je pense qu'il est sur le bon chemin. Mm. Le binôme a l'air de bien fonctionner parce que, in fine, ben, un binôme fonctionne quand David gagne. Oui. Euh, et qu'il n'a rien à faire au-delà du top 100. Non. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise de conscience et il faut qu'il se bouge. Et voilà, David a sa place sur les grands cours, sur tous les grands cours du monde, encore maintenant à son âge. Bien Mais sûr. bon, il faut maintenant qu'il gagne encore les quelques matchs qui vont lui garantir de pouvoir être stable dans le top 100. Et donc, pour moi, c'est un gars qui joue quand même encore toujours 40-50 quand il le décide, quoi. Est-ce que tu penses que par rapport à ce qui s'est passé avec Zizou, c'est une manière pour lui d'être tiré vers le haut pour essayer de reprendre son statut de numéro un? En tout cas, je crois que de toute façon, ça doit être un élément booster. Parce que, Mm. ou sinon, si c'est un élément qui est enclin à le faire chuter, alors c'est fini. Mm. Donc, ça ne peut être qu'un élément booster.
Après, c'est vrai que cette place au classement fait qu'en fait, c'est la place de numéro un belge qui compte. Et Ouais, in fine. Et donc, c'est sûr que ça a très certainement été un, un moyen pour amener David à que ce soit un élément booster. Et ouais. donc, c'est pour moi, plus Zizou Bergs va continuer à performer sur les grands tours, plus David va être présent. Voilà, parce que il Ouais. faut toucher sur plein de cordes et notamment l'amour-propre. Ouais, c'est sûr. Mais puisqu'on parle des Belges, Didier, on va peut-être donner un petit mot par rapport à Élise, qui a perdu malheureusement au troisième tour face à Elena Rybakina, qui est une des favorites hein, de ce tournoi. Moi, je l'avais vue contre Grete. J'étais vraiment impressionnée par la facilité avec laquelle jouait Elena Rybakina, même si Grete a fait un super match. Contre Elise Mertens, j'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai, mais c'est vrai qu'Élise n'a pas pu faire grand-chose, même si elle s'est bien battue. Oui, d'abord un petit mot sur Grete qui, à mon sens, doit juste être persuadée qu'elle sait jouer sur terre battue et qu'elle doit, Ouais, voilà, elle doit juste développer son jeu par rapport à ça. Ben, si un match comme ça ne lui permet pas de comprendre et de se conscientiser par rapport au fait qu'elle est tout à fait capable de jouer sur terre, alors ça devient compliqué pour le coach qui est Philippe Delas, c'est pour tout coach d'ailleurs. Donc c'est la première chose. Deuxième chose par rapport à Élise, ben, Élise, en fait, c'est comme si vous achetiez quelque chose avec une garantie. Ben, Elise, elle a la garantir faire toujours troisième ou quatrième tour dans les ouais, tournois du Grand Chelem. C'est toujours cela. Parce qu'à un incroyable, hein. moment donné, elle est d'une constante assez incroyable, en effet, comme tu le dis. Mmh, mmh. Mais alors, avec des niveaux de jeu qui sont tout à fait interpellants. Parce que, franchement, le premier match, je l'ai commenté, eh ben, c'était très interpellant. Euh, En face, il y avait une fille qui donnait pas de rythme. Et donc, elle fait complètement un à travers et elle s'en sort pas grâce à elle, mais grâce surtout à la fille en face qui n'arrivait pas à gérer l'événement. Et Donc puis Maria après, Carlé. ouais, exact, ouais. Et Mmh. puis après, elle joue une fille là, ouais, qui Martic? va peut-être, ouais, Martic, voilà, qui sort de blessure, qui a déjà beaucoup mieux joué que maintenant, mais qui était plus solide dans le jeu, qui donnait un peu plus de rythme. Et là, j'étais bord terrain et je trouvais que c'était nettement meilleur en termes de cadence. Et puis, son meilleur match, c'est contre Ibakina. Ouais. Premier Le set en match tout où cas. voilà, le premier set, il est fantastique. Maintenant, elle peut pas mieux jouer et derrière, elle le perd quand même. Et donc, ça veut dire Mmh. que contre des joueuses comme ça, si on n'est pas à 110%, mais elle a fait un premier set de grande qualité, hein. Donc, chapeau quand même, quoi, hein. Sans Ouais, coach, hein, finalement. oui, Parce que, enfin, je veux dire, elle a un coach qui est son petit ami, mais voilà, je veux dire, elle n'a pas fait le choix d'investir financièrement dans un coach, hein. Donc voilà, mais malgré tout, ouais, elle performe, donc quelque part. ça reste interpellant. Je vais Mmh. pas en dire beaucoup plus, je vais juste dire que c'est le choix de la joueuse. C'est son choix de carrière. C'est sûr qu'elle Ouais, gagne beaucoup plus d'argent puisqu'elle en dépense moins. Et en effet, ça ne va quand même pas si mal, quoi. Donc voilà, ouais. et en double, ma foi, ça va aussi très bien, hein, même si elle a perdu ici, que Roland Garros reste quand même son tournoi un peu maudit en double. Oui. Elle mène quand même bien sa barque, faut pas oublier, hein, pour toutes ses filles, c'est un boulot. Et donc c'est un gagne-pain aussi. Et voilà, donc encore une fois, tout l'argent qu'elle ne dépense pas, ben, elle le met de côté. Ouais et ça me permet de rebondir, sur, le tableau féminin puisque on a évoqué, Elena Rybakina qui est une des grandes favorites de ce tournoi, et ce que tu sais certainement puisque tu es une bible, hein, du tennis, mais c'est la première fois, depuis, 11 ans que les 4 1 joueuses du monde sont toutes présentes encore, dans ce tableau. Donc là, ça va vraiment être, palpitant. Oui, ben donc au niveau féminin, c'est c'est ça qui rend ce sport féminin magnifique parce qu'en fait, il se passe tout le temps quelque chose. Et Mmh. donc, c'est vrai que là, tu dis, on s'entoure de certitude avec les quatre premières têtes, mais à tout moment, au deuxième tour, il y avait quand même Swiatek qui a tout gagné, qui était dehors. Et donc Ouais. là, on a vu un match exceptionnel entre deux numéros un mondial. Et donc, ça reste On des parle de filles. Naomi Osaka, hein, au deuxième tour. Oui, exact, ouais, Naomi Osaka. Et donc là, on a vu un match où
je pense que j'ai rarement commenté un match féminin depuis une dizaine d'années avec autant d'intensité et autant d'émotion. Et donc, ça, c'est juste un match du deuxième tour de Roland-Garros. Et puis, à côté de cela, euh, on a des matchs qui vont vite. Mais ça, on est habitué parce que dans le tennis féminin, il y a des différences en termes de Ouais, niveau de jeu. ouais. On a des matchs où, émotionnellement, on se dit, tout va bien pour l'une, et puis patatras. Je parle du match entre Zeng et Avanesian, où Zeng mène Incroyable. 1-7-0, 2-1. Et là, il y a quelque chose de peu probable. Et vous qui êtes sûrement tous joueurs de tennis dans vos clubs, sachez que ça arrive au haut niveau. Il y a une double erreur d'arbitrage. Cette double erreur, c'est une balle qui est dehors, Zeng l'entoure, la dame descend, et en fait, la dame montre une autre trace à 30 centimètres, sans faire appel à son juge de ligne. Et là, on voit une Zeng qui, pour moi, était en totale confiance, menant 1-7-0, 2-1 break, s'effondrer en larmes, craquer littéralement pour ne plus prendre un seul jeu dans la deuxième manche et être mené, après il y a eu l'interruption de la pluie, être mené dans la troisième pour finalement eh bien, arriver à perdre ce match qu'elle maîtrisait. On pensait qu'elle maîtrisait de bout en bout. Donc, l'émotionnel chez les filles, c'est c'est quelque chose de très compliqué. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a aussi des surprises dans le tennis féminin, plus que dans le tennis masculin. Masculin. Il y a, ouais, il y a, Dan- c'est Danilovic, je Danilovic. crois, Danilovic, la Serbe, Ouais. qui passe les qualifs, qui au troisième tour, je pense, bat Vekic encore. Ouais, et surtout qui bat Daniel Collins au deuxième tour, qui Voilà. dans le podcast que j'ai enregistré avec Philippe la semaine dernière à Roland-Garros, selon lui, c'était une des grandes favorites pour lui et Hugo Guerriero qui nous a accompagnés sur le podcast. Donc c'est vraiment, c'était la grosse surprise, l'élimination de Collins. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ce tableau féminin, il y a plein de choses qui changent. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on aime ça. Et Danilovic, tu as commenté le match contre Vekic parce qu'elle prend 6-0 au premier set. Et ensuite, retournement de situation, elle s'écroulée, elle était en pleurs à la fin de ce match, tant l'exploit était grand. Moi, j'étais de nouveau dans le stade par rapport à ce match. Et donc, en fait, elle perd pied après deux jeux parce qu'il y a deux jeux qui durent longtemps, les deux premiers jeux du premier set. Et puis elle parle beaucoup avec son clan. Et puis, on la sent agacée. Elle est menée 2-0. Et puis, quelque part, elle a encore la fougue de son âge et de sa jeunesse. Et elle balance un petit peu ce premier set. Et puis après, elle se ressaisit. Et puis alors, il y a encore, c'est terrible, les émotions, des pics d'émotions, d'euphorie, de déception. On la sent pas encore totalement stable par Ouais. rapport à cela, mais voilà, quand même, elle a sorti des coups exceptionnels. Alors Vekic, faut la connaître. Elle fait pas grand-chose avec la balle, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Mais pour la dépasser, c'est dur. Et quand même sortir de ce match-là en levant le point et en gagnant, waouh, c'est chapeau à elle, quoi, chapeau à cette jeune Serbe. Serbe de 23 ans, 125e joueuse mondiale et issue des qualifications, tu l'as dit. Et elle avait Ouais, sorti aussi au premier tour Martina Trevisan, qui n'est quand même pas une manche sur terre battue, hein. C'est une des très bonnes joueuses. Donc, elle fait un tournoi exceptionnel et ce sont des belles histoires qui arrivent parfois en Grand Chelem et qu'on aime bien raconter. Danilovic, elle a été finalement sortie en huitième par Vondrousova, ouais, Vondrousova, qui est quand même terriblement heu, performante en Grand Chelem. On rappelle qu'elle a gagné Wimbledon l'année dernière, quart de finaliste à l'US Open c'est et ça. puis là, la revoilà en quart de finale où elle va devoir jouer Swiatek. Alors j'ai regardé son tableau, Vondrousova, elle a quand même eu un tableau, relativement entre gros guillemets «facile». Elle a éliminé Massarova, Volinets, Chloé Paquet et puis Danilovic. Et maintenant, ça va être vraiment son premier gros test contre Iga Swiatek, qui elle, à part le deuxième tour dont tu as parlé, reste la grande, grande favorite de ce Roland Garros. Oui, elle s'est entourée de certitudes avant d'arriver, puisqu'elle a tout gagné. Ouais, Et que forcément, en termes de capital confiance, on ne peut pas faire mieux. ouais. Après, je pense qu'en effet, le match le plus difficile pour elle, en tout cas jusqu'en demi-finale, c'était contre Osaka au deuxième tour, où là, ouah, c'est presque miraculeux parce qu'il y a eu balle de match Oui, et donc elle a un petit peu de chance. Et si en plus, c'est déjà la numéro un, c'est déjà celle qui joue le mieux.
Et si en plus, quand quelqu'un l'a fait douter, elle a ce petit facteur chance qui peut l'amener à remporter la rencontre, bah alors voilà, normalement, ne devrait pas lui arriver grand-chose. En fait, je pense qu'il peut lui arriver certaines choses sur certaines surfaces, mais pas sur Terre. Mm. Les trajectoires sont différentes des autres. Elle est physiquement incroyable. Ouais. Elle développe des aptitudes au niveau psychomoteur qui sont des aptitudes qui sont hors normes. Elle Voilà, va tellement vite. voilà, c'est ça. Elle va tellement vite que elle est tout le temps bien mise sur la balle. Il y a des ajustements, il y a des exigences qui sont énormes par rapport à d'autres. Et donc, Mm. waouh, quelle joueuse, quoi, quelle joueuse, Ouais. quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc, ben, elle retrouvera donc Swiatek Vondrousova, c'est le quart de finale, premier quart de finale du haut de tableau, et puis Coco Gauff, Ons Jabeur. Et là, ben, on est content de voir Ons Jabeur à nouveau en quart de finale à Ouais. Roland-Garros, deuxième fois d'affilée. Maintenant contre Coco Gauff, ça va quand même être un sacré défi, sachant que Ons revient un petit peu d'une période plus délicate au niveau physique. Ouais. Un jabber, c'est peut-être une des plus belles histoires que le tennis ait eu au féminin, parce qu'il y a tout un peuple qui la suit, voire tout un continent. Après, bah forcément, quand on a ça à porter dans sa besace, ben c'est Mm. pas évident au niveau émotionnel. Et j'ai peur un peu pour elle parce que je me dis que il y a 3 finales de Grand Chelem qui ont été perdues, que ça doit trotter quand même un peu dans la tête. Et surtout, cette fameuse finale à Wimbledon où Ouais. elle était plus que favorite Contre euh, Vondrousova, justement. contre Vondrousova. Alors, ça ne veut pas dire que ces moments sont passés, mais j'ai quand même cette impression que la Jabber d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Je trouve qu'elle garde ses habilités hein, au niveau de sa main, il n'y a pas de souci, mais je la trouve plus lente. Ouais. Euh, je la trouve aussi un peu plus fébrile au niveau émotionnel, tout simplement parce que je pense qu'elle a déjà mieux Forcément. maîtrisé le tennis que maintenant. Et Mm. puis aussi, elle doit gérer l'après-finale de Grand Chelem. Pourquoi? Parce que elle avait un projet de vie avec son compagnon, qui est son entraîneur, qui était de mettre sa carrière un peu en parenthèse et de vouloir agrandir la famille. Et donc là, son projet de vie, bah, il est reporté. Et donc, savoir si ça met une pression supplémentaire ou pas, j'en sais rien, mais c'est beaucoup de choses pour un petit bout de dame, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis, quand elle a arrêté pendant quelques mois, ou en tout cas quand elle a eu un sérieux passage à vide, bah, le tennis féminin, il l'attend pas, quoi. Donc, je trouve Non, que au niveau développement physique des autres, je parle des Russes ou même des autres, ouais. waouh, quoi, c'est commence à devenir costaud. Donc, j'espère pas, mais j'ai peur que pour elle que son heure est passée, quoi. Voilà. Mais j'espère me tromper, vraiment. Ouais, ouais, moi aussi, j'espère que tu te trompes parce que je l'admire énormément cette, femme et c'est vrai que, j'adore son tennis. C'est la particularité de son jeu, qui nous fait penser un peu à Ashley Barty, cette variation qu'elle met, c'est pour les amoureux du tennis, c'est du caviar. Ouais, c'est juste, c'est ça, c'est un peu, oui, c'est vraiment ça. Elle est juste merveilleuse, quoi. À une certaine vitesse, elle est Mmh. phénoménale. Elle peut tout faire avec la balle, et c'est d'autant plus remarquable qu'il y en a peu finalement dans le tennis féminin qui fonctionnent de la sorte. Donc, allez, on va Mmh. croiser les doigts pour elle. Ouais, voilà, va envoyer des bonnes ondes et dans ce bac tableau, ben, on le disait, les quarts de finale ne sont pas encore, connus, hein. Il Les huitièmes vont se jouer. Moi, c'est sûr qu'il y en a 2 qui se démarquent, c'est, Rybakina et Sabalenka. On voit pas très bien comment elles ne pourraient pas, être au rendez-vous, des demi-finales. La grosse surprise de ce bas de tableau, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Avanésienne. Tu sais nous en dire un petit peu plus, toi qui as commenté le match, tu disais? Avalésiane, c'est une jeune joueuse, c'est la même génération que Zeng, et donc c'est une jeune joueuse, mais qui n'a pas confirmé, à l'inverse de Zeng, hein, qui sort d'une finale en Australie. Ouais, Alors, je trouve elle développe un tennis aussi assez intéressant avec des variations de trajectoire. Elle s'entraîne également en Espagne, hein, elles vont toutes là-bas hein, ouais, parce que voilà, c'est la mecque des entraînements sur terre battue, donc elles vont toutes là-bas. ouais. Maintenant, elle a un déficit de puissance important, donc c'est une petite Martina Hingis comme ça, qui doit se développer physiquement pour à un moment donné arriver à performer, parce que là, comme je vous l'ai dit, elle s'en sort contre Zeng. Euh, alors, à la force de ramener des balles et d'essayer et de prendre des coups et d'essayer d'en rendre, mais sans trop y parvenir. Et finalement, bah, c'est quand même elle qui gagne. Mais là, ici,
elle va quand même tomber sur des filles qui vont ramener tellement de points gagnants dans leur besace que ça me Ouais. semble compliqué de rivaliser. Donc, bon, voilà, un peu, il faut attendre pour voir et continuer à la suivre dans les prochains mois, voire les prochaines années, voir la manière dont elle va se développer physiquement. Elle aura peut-être encore sa chance contre Yasmine Paolini, son huitième de finale. Peut-être que là, c'est encore possible, mais Rybakina se dresse très vite sur sa route. En tout cas, Rybakina, si elle bat Svitolina. Et alors, on a aussi la surprise du bas de tableau. Et encore, je suis pas sûre que ce soit une surprise parce que finalement, on la voit de plus en plus. C'est Mira, elle a 17 ans et qui est en train de faire sa place tout simplement dans les parmi les meilleures joueuses du monde au plus jeune âge. Oui, ben, c'est des étoiles filantes. Enfin, c'est des stars qu'on a annoncées Mm. depuis l'âge de 12 ans et qui arrivent là maintenant. Et c'est de plus en plus rare. On en a de moins en moins. Avant, on avait dans le tennis masculin comme dans le tennis féminin, on avait des filles qui, à 16 ans, arrivaient à l'appel. Là, maintenant, c'est de plus en plus rare. Et donc, je trouve que c'est d'autant plus soulignable. Mm. Ça veut dire que, eh bien voilà, il y en a de temps en temps, on ne sait pas comment ils font. Je crois que c'est un peu génétique ou voilà, Ouais. qui sont nés pour être championnes et qui vont devenir très certainement les flèches montantes du tennis féminin dans les prochains mois, voire les prochaines années. De cela, de manière très précurseur, en effet. Parce que là, Ouais. quand même, hein, regardez ce qu'elle a fait depuis le début de ses internationaux de France. Je veux dire, Ouais. elle n'a pas d'âge, cette fille. Hein. Donc, Ah ça non, veut c'est dire incroyable. qu'elle gère parfaitement la situation. Hein. Elle a sorti Azarenka, déjà, Azarenka et puis là, elle va jouer contre elle a beaucoup à jouer puisqu'elle va jouer contre Varvara Gracheva, cette Russe qui a été naturalisée française, hein. Mais bon, après, elle a Sabalenka éventuellement en demi-finale. Mais moi, j'aimerais bien voir un petit Andreeva Sabalenka en quart. Ça pourrait être popcorn au rendez-vous, ça pourrait être sympa. Oui, c'est ça. Donc, vous, Popcorn, et ceux qui regardent là, Roland-Garros, avec le froid de Roland-Garros, c'est avec une grosse veste, un gros Ouais, bonnet. ouais, Mais oui, j'aime bien l'expression Popcorn, mais c'est sûr que c'est toujours un défi. Et puis, bien sûr qu'on peut dire que l'une est plus forte que l'autre sur le papier, mais un jour n'est pas l'autre. Et puis, mmh, est-ce qu'il y en a une qui va peut-être mieux gérer l'événement que d'autres? Est-ce que c'est plus facile de jouer contre une jeune joueuse ou pas? Enfin, en ouais, fait, il bien faut sûr. toujours remettre sur la table tous les jours et refonctionner avec les émotions du moment, essayer de faire des tris et avancer. Mais c'est sûr que les Big Four, comme on va les appeler, Ouais. waouh, elles tapent quand même bien la balle hein, cette année. Mais tu crois donc que Rybakina ne peut pas renverser, Iga Swiatek, si jamais elle s'y retrouve, bien sûr? Je vais alors parler plutôt des conditions climatiques. Je pense que la terre battue est humide, qu'elle est Ouais, lourde, que très vite, les changements de balles, bon, ça devient vite des oursins. Et donc, dans ces conditions-là, je la vois mal gagner. Tu m'aurais dit, il fait 40 degrés à Roland depuis un mois, le ouais. terrain, c'est du sable, la balle va fuser. Mon raisonnement aurait peut-être été un peu différent. Ouais. Mais là, Dans ces conditions-là? oui, parce que il va falloir qu'elle. En fait, Rybakina, elle a des moments de match où elle est exceptionnelle, mais elle a encore un peu des trous. Tandis que l'autre, Swiatek, elle est très stable dans tout ce qu'elle fait. Et je pense Mmh. que pour battre une Swiatek là aujourd'hui, il faut frapper des grands coups tout le temps. Mmh. Et je ne suis pas sûr que Rybakina en soit capable. Et dans ce tableau, masculin, alors, là, je ne sais pas si tu as commenté autant de matchs, du tableau masculin que du tableau féminin, en fait, pendant à Roland-Garros? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est un petit peu comme on le décide, mais oui, il y a eu autant de matchs du côté des hommes que du côté des femmes. D'accord, alors là, les favoris aussi, hein, sont tous présents. Pour l'instant, on n'a pas de grosses surprises. Djokovic trace sa route. Bon, il a quand même eu chaud dans son dernier match contre Musetti, mais il est là. Oui, ouais. Alors, il y avait un point d'interrogation quand même, parce que quand on change de staff comme lui l'a fait Ouais. avant, ça veut dire qu'on n'est pas serein. Il arrive sans avoir beaucoup de repères, mais il n'y a rien à faire. Ça reste un joueur d'exception et ces grands tournois le transcendent. Et je suis étonné moi-même de son niveau de jeu.
Je trouve que par moment, il a retrouvé un niveau de jeu incroyable sur terre battue. Donc, pour ceux qui pensaient se dire, ouais, peut-être qu'il n'est pas au top, si, si. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que comme il est celui qu'il est, pour moi, il a été un peu protégé. À savoir qu'il a toujours joué en night session. Jusque maintenant, ça veut dire qu'il a toujours su qu'il allait commencer à 20h30. Oui. À l'inverse de tous les autres joueurs qui ont dû patienter dans les couloirs pendant des heures et des heures et arrêter leur match, leur commencer. Sauf la dernière night session, puisque la direction de ce Zizou, tournoi a choisi de mettre Zizou ouais. après un 5-7 de Zverev, je pense. Oui, tout Et à donc fait. là, il s'est retrouvé un peu piégé. Mais quand même, il a été protégé pendant une partie de la semaine. Donc, il faut compter sur lui. Donc, ça fait, allez, c'est quand même le favori encore de ce Roland-Garros pour moi, hein, 2024. Oui, malgré le fait qu'il ait finalement une saison très en dents de scie et qu'il n'ait rien gagné pour arriver dans ce Roland-Garros 2024. Il n'a rien gagné, mais il a tout gagné. Et donc, ça veut dire quand même que derrière ça, il y a ces choses qui sont pas palpables, mais quand Mm. il rentre sur le terrain, quand il tape la balle, il se passe quelque chose. Et quand vous êtes dans le stade, vous sentez ça. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont se produire. Et vous sentez aussi quand le joueur est à la recherche des choses. Et donc, Mm. Djokovic est quelqu'un de très consciencieux, très méticuleux, et qui va essayer de bien faire les choses pour les provoquer. Euh, Ouais. et derrière ça, on sent que petit à petit, il évolue positivement dans le tournoi et il faut vraiment surtout pas le biffer de vos vainqueurs potentiels ici à Paris. Ouais. Et le prochain adversaire de Novak Djokovic, c'est Cerundolo, un spécialiste de la Terre, mais bon, là, c'est vrai qu'on le voit quand même favori. Il pourrait rencontrer Casper Ruud après. Les autres à qui on pense dans les favoris, c'est bien entendu Zverev, qui pour moi a le meilleur jeu sur terre battue du moment. Je ne sais pas si c'est ton avis. Ouais. Alors, je vais aussi le mettre dans les favoris parce que forcément, bien sûr, faut pas quand même oublier Sinner derrière tout ça. Ah oui, non, bien sûr. Euh, Sinner parce Alcaraz, que j'y viendrai. Sinner et Alcaraz, voilà. Alors, en fait, c'est celui qui parvient à mieux dompter la terre battue à l'heure actuelle. Je suis d'accord par rapport à ce que tu dis, c'est Zverev. Pourquoi? Parce que on a eu toute une tournée européenne où la terre battue est très grasse, il fait très froid, et donc il trouve cet équilibre entre la puissance, les zones et parfois même les effets, qui font de lui quelqu'un qui, pour le moment, euh, est un petit peu au-dessus du panier. Donc là, on se rejoint. Ouais. À contrario aussi, si on regarde le tableau, si on parle des Espagnols, qui eux ont toujours été très présents sur la terre battue à Roland-Garros, Il n'y en de a pas. par la terre battue qui est complètement pourrie, il n'y en a plus qu'un. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, les effets, etc., euh, sont beaucoup moins marquants que par le passé, en tout cas cette année. Ça veut dire que Zverev, qui est grand, il a toutes les balles à la bonne hauteur, entre la hanche et l'épaule. C'est Et vrai. donc, il peut envoyer du lourd tout le temps. On l'a vu avec David, on l'a vu son match contre Gripsport, là, qui était extraordinaire. Donc, ça veut dire aussi que quelqu'un comme Djokovic a aussi cette faculté de pouvoir la balle très tôt, qu'il était en difficulté sur des frappes de Nadal avec des balles qui rebondissaient très haut. Là, c'est plus le cas, encore une fois, à cause de cette terre battue. Donc, ça veut dire que ces joueurs qui viennent directement au contact de la balle avec des grands bras de levier, comme Sinner également, ont plus de chances de remporter Roland Garros cette année que, par exemple, Alcaraz. D'accord. Voilà. Ça reste un avis personnel, mais voilà. Et Alcaraz, tu le trouves comment dans ce tournoi? Parce que pour l'instant, il n'a pas perdu. Si, il a perdu un set Ouais. contre Sébastien Corda et contre Jesper de Jong également. Je regarde mon tableau en même temps, hein, mais sinon, il est plutôt. On avait des doutes quant à son état physique. Il jouait avec un manchon là sur le bras. Il avait dû déclarer forfait durant sa préparation avant de venir à Roland-Garros. Pour l'instant, il rassure. Son quart de finale face à Tsitsipas va être un vrai gros test pour Carlos Alcaraz. Oui, alors, c'est plutôt une réponse générale que je vais faire. Il y en a beaucoup qui sont blessés. Et donc,
bien sûr qu'ils sont toujours dedans. Sinner a quand même encore des problèmes avec sa hanche. On le voit, Oui, parfois il s'en plaint. Euh, Alcaraz a des problèmes avec son bras, ça se voit, les balles sortent moins vite de sa raquette. Et donc, on a des joueurs qui arrivent un petit peu, de par le climat, il fait trop froid à Madrid, ils ont demandé des gants au changement de côté, il fait trop oui, froid. Et donc à un moment donné, ça reste un petit. Ouais, c'est du haut de gamme, et donc ces joueurs-là se blessent. Et donc, si Alcaraz est en pleine possession de ses moyens, il va réellement poser des gros problèmes à Tsitsipas, et je le vois remporter la victoire. Si d'aventure Alcaraz n'est pas à 100%, mais à 90% ou à 80%, il n'a pas de chance de gagner. Parce que Tsitsipas touche plutôt bien la balle oui, et qu'il le joue en quart de finale. Ce qui veut dire que Tsitsipas aura moins de pression que si c'était plus tard dans le tournoi. Parce qu'on sait que Tsitsipas, quand on arrive en fin de tournoi, parfois, oui, il a un petit peu du mal dans la gestion de ses émotions. Par contre, dans ces moments-là, en quart de finale, il est plutôt relativement stable. oui. Relativement stable. Mais je pense quand même que si le bras d'Alcaraz tient bon, Tsitsipas sera dehors voilà, dans les prochains jours. Ouais. On se demande aussi si Dimitrov va pouvoir faire mal à Sinner. Pour moi, Sinner, et c'est le plus impressionnant à avoir joué bord terrain. Oui, Tellement il prend la balle tôt, tellement il lit en fait le jeu de l'autre. J'ai l'impression qu'avant que l'autre ne tape la balle, Sinner sait déjà où la balle va. Et donc, exactement. c'est un avantage énorme. Et il est grand, il se déplace naturellement sur le court. On a l'impression qu'il est tellement en rythme que ça, il danse sur le terrain. C'est juste époustouflant, Ouais. époustouflant. Et On donc, se demande parfois comment ces grandes baguettes, il arrive à les bouger aussi vite, hein, parce il a des longues jambes toutes fines. ouais, c'est ça. Voilà, pour moi, Sinner on peut le mettre au même niveau de Djokovic pour le gain de ce Roland-Garros. Son quart de finale ici, Sinner, c'est contre Dimitrov. Et moi, je l'ai trouvé, bon, déjà contre Zizou, et là, c'était différent parce qu'on était plus focalisé évidemment sur la Ouais. performance de Zizou. Mais contre Urcax, qui est quand même un sacré client sur terre battue, je l'ai trouvé vraiment convaincant. Il gagne 7-6, 6-4, 7-6 Ouais. Encore un qui bouge bien sur le terrain. Encore un qui on dirait qu'il a une deuxième jeunesse. Il a peut-être jamais aussi bien joué que cette maintenant, année. Mm. que cette année. Il gère peut-être drôlement mieux ses émotions qu'il y a de cela 3 4 ans encore. Et donc, c'est quelqu'un qui se bonifie avec l'âge, c'est comme le vin. Et À tous les niveaux d'ailleurs. qui prend du plaisir qui prend énormément de plaisir à jouer parce que il sent que c'est peut-être ces dernières années. Et donc, tout ce qui était stress, facteur émotionnel, je crois qu'il a mis ça de côté. Et donc, ça en fait quelqu'un de très dangereux parce que ça en fait aussi un joueur un peu atypique, hein. Je veux dire, on n'a plus vu un slice aussi performant depuis Steve Darcy sur le circuit. Dès lors, rien que par rapport à ça, ben, ça fait que stratégiquement, il évolue différemment. Et donc que ça gêne et que ça perturbe les joueurs. Et donc, voilà, il faut faire attention. Mais ben, allez, je mets quand même Sinner devant. Ouais, mais il a bien embêté, Zizou d'ailleurs avec son slice, hein. Dimitrov, pendant le premier set, là, Zizou avait vraiment du mal à à contrer ces balles qui venaient, assez basses, même si je suppose qu'elles fusent moins sur cette terre battue grasse dont tu parlais tout à l'heure. Oui, elle rebondissait quand même assez haut et ça permettait quand même à Zizou de tourner autour et de frapper son coup droit. Maintenant, Ouais, réaccélérer une balle qui était très lente parce que ça faisait l'effet inverse normalement de la productivité d'un slice. Voilà, réaccélérer pardon cette balle-là, ben c'est jamais simple et donc voilà, il a fait quand même en effet quelques fautes de ce côté-là, mais je pense que sur terre battue sèche, il est drôlement plus efficace hein, ouais. encore. Ouais, ouais. Mais donc c'est vrai que c'est plus incertain chez les hommes. J'ai l'impression, que chez les femmes, on sait qu'on attend Swiatek, en finale samedi et pour soulever le trophée, ça paraît assez évident à nos yeux observateurs. Par contre, chez les hommes, toi tu disais, Djokovic, ou non, tu disais Sinner, vainqueur plutôt que Ouais, Djoko? voilà, ces deux-là pour moi Ouais, sortent du lot. Faut dire merci au climat. Alors je vais reprendre le contre-pied. Merci au climat parce que ça a permis en fait de voir des matchs avec des niveaux qui étaient équilibrés.
Et que si le climat n'avait pas été celui-là, on aurait vu des niveaux complètement différents entre joueurs. Et le fait d'avoir une terre battue grasse fait qu'en fait, les niveaux des joueurs sont sensiblement pareils à certains moments de la rencontre et nous permet, en tout cas à nous, amateurs de tennis, de nous extasier voilà, bien plus. Ouais. Et c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai fait un podcast spécial avec Sam Sumik il y a quelques semaines, dont l'ancien entraîneur de Azarenka, de Muguruza, qui me disait, quand je lui parlais de Roland Garros, il me disait il va falloir regarder la météo. Et en fonction de la météo, eh bien, on pourra dire qui sera le favori parce qu'entre Sinner et Alcaraz, on pourra dire qui tirera mieux son épingle du jeu. Euh, c'est sûr que ces conditions climatiques sont moins pour servir Alcaraz. Tu confirmes? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En règle générale, pour tous les Espagnols, hein, comme je l'ai Ouais. dit, hein, il y en a Mm. plus qu'un. Hein. Il y a eu des années où il y en avait quatre ou cinq encore en quart de finale. Donc, Mm. ceci explique cela. Dans le tableau féminin, c'est la même chose. Hein. Il y en a pratiquement plus non plus. Donc, ça veut dire que, en fait, le travail d'association puissance, force et puissance d'Alcaraz au niveau de son coup droit doit faire qu'au moment où la balle touche le sol, elle rebondisse très haut et elle soit rendue un peu incontrôlable parce qu'elle se retrouve au-dessus de l'épaule. Et là maintenant, Ouais. ben donc c'est pratiquement impossible de les jouer là-bas. Mm. Donc ça rend ces joueurs moins performants. Ouais, c'est sûr. Et il y en a un dont on n'a pas parlé dans notre round-up, c'est Medvedev, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que c'est pas un joueur de terre, mais il est quand même là en huitième de finale. Il va jouer Alex de Minaur. Il tire son épingle du jeu malgré tout. Ah oui, je l'aime bien lui. Je l'aime bien parce qu'il est atypique. Je l'aime bien parce que de temps en temps, il a un peu des pics de folie. Je l'aime bien dans ses interviews, décalées parfois. Ouais, Et donc, ça fait que c'est un joueur un peu passionné, très certainement, et passionnant. Et donc, lui, il est capable, en effet, comme tu le dis, de faire beaucoup de choses. Il faut que les planètes soient alignées parce qu'à tout moment, il peut partir aussi un petit peu en vrille. Mais comme il le dit, il a l'impression de comprendre un petit peu mieux cette terre vivante qu'il a en dessous des pieds. Il a ouais, l'impression de comprendre un petit peu mieux la manière dont il doit glisser. Et c'est quelqu'un qui doit sentir les choses pour bien les réaliser. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il se sent plus à l'aise sur terre battue qu'il y a quelques années, où j'avais plutôt l'impression qu'il se sentait être sur une piste de luge un petit peu. Donc, donc là, je trouve que dans son process et dans sa réflexion, il est sur le bon chemin. Alors, je dis pas pour gagner, mais en tout cas pour créer encore des problèmes sur ce tour-ci, quoi. Ouais. ouais. C'était fort intéressant. Je pourrais t'écouter encore et discuter encore longtemps, mais voilà, le temps nous appelle et je te remercie déjà du tout le temps que tu m'as consacré pour Rien. débriefer cette première semaine de Roland Garros. J'espère que tu as pris du plaisir à être avec moi ce matin. C'est parfait. Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.